Bonjour à tous, je vais faire une toute petite intro avant de laisser mes collègues vous faire les présentations des thèmes du jour. Alors, c'est donc une réunion mensuelle, 1 heure pour tout savoir. Certains d'entre vous nous suivent donc ces dernières réunions. On en fait une par mois en visioconférence. On essaie que ça tienne à peu près 1 heure. Cette rencontre, elle est enregistrée. Donc, c'est-à-dire que je vous enverrai le lien de rediffusion après, si vous avez besoin de revenir sur certains sujets que vous n'aurez peut-être pas compris, si on est peut-être allé un peu trop vite sur certains. Ça permettra aussi à vos collègues qui n'ont peut-être pas pu y participer, donc de pouvoir regarder à nouveau la rencontre. Sachez donc que toutes nos réunions qu'on a fait en visioconférence, elles sont disponibles en visionnage toute la journée, tout le temps sur notre chaîne YouTube, donc CDG 88 TV. Donc tous les thèmes y sont renseignés, n'hésitez surtout pas. Alors, on a coupé les micros des participants. Donc, pour information, pour éviter les bruits parasites, donc on a juste laissé ceux des intervenants. Mais par contre, vous avez et à tout moment la possibilité donc de nous écrire avec la discussion chat, donc qui est disponible sur le logiciel LiveSize. Donc, c'est à droite du logiciel pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, faut cliquer tout simplement sur les petites bulles de chat et vous accédez donc à la discussion. C'est par ce biais que vous posez donc toutes vos questions au sujet des thèmes donc, qui vont être abordés. Vous pouvez les poser à n'importe quel moment. Puis moi, je serai donc j'essaierai d'être votre porte-parole et de proposer donc d'en oublier aucune. Voilà. Alors, on va passer au point des thèmes du jour. Donc, on va commencer en fait avec Pauline Fraisse qui nous fera un rappel sur les déclarations de vacances d'emploi. Ensuite, Anaïs Ayot vous présentera la nouvelle plateforme concours-territorial.fr. Et puis ensuite, nous fera un point sur la procédure de titularisation des apprentis travailleurs handicapés. Et puis, on terminera par le pôle carrière et instance paritaire. Donc, Brigitte Valdener, Émilie Carme et Venenzio Viac, notre dernier arrivé au centre de gestion, vous feront des rappels sur le temps de travail. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous souhaite donc une bonne réunion d'information à tous. N'hésitez donc surtout pas à poser vos questions à n'importe quel moment. Et donc, je transmettrai à mes collègues en direct toutes celles-ci. Donc on commence tout de suite, c'est parti avec donc Pauline Fraisse, je te laisse la parole donc pour les déclarations de vacances d'emploi. Ça va, vous m'entendez bien? Oui, tout bon. Ok. Donc effectivement, on va faire un petit rappel sur les déclarations de vacances d'emploi. On va surtout faire le lien avec la nouvelle procédure qui est née du décret de décembre 2019. Donc, comme vous le savez déjà, je pense, de nouvelles procédures de recrutement sont nées avec la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et le décret d'application du 19 décembre 2019 qui viennent encadrer la procédure de recrutement sur emploi permanent dans la fonction publique territoriale, enfin la fonction publique largement, et nous, ce qui nous intéresse, la fonction publique territoriale. Donc effectivement, le recrutement sur emploi permanent dans la fonction publique, il a pour principe l'égal accès à la fonction publique et donc la publicité de vos opérations, de vos recrutements, puisque lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant dans votre collectivité, vous devez en informer le centre de gestion compétent, donc le centre de gestion des Vosges, qui assure la publicité de vos créations et de vos vacances d'emploi. C'est-à-dire que tous les lundis, on procède aux validations de vos opérations sur emploi territorial pour les transmettre sur arrêté et les transmettre à la préfecture au contrôle de légalité. Donc la déclaration de vacances ou de création d'emploi, c'est vraiment une procédure obligatoire préalable à tous vos recrutements sur emploi permanent dans la fonction publique territoriale. Donc si vous êtes allé récemment sur le site emploiterritorial.fr, vous pouvez observer que le site a repris les évolutions réglementaires qui sont nées de cette loi et du décret dans la saisie de vos opérations. Donc comme vous avez peut-être déjà pu le voir, les types d'opérations, création d'emploi, vacances d'emploi, ont été renommés en emploi permanent, création d'emploi ou alors emploi permanent, vacances d'emploi pour davantage de clarté et pour être présentés de façon regroupée sur la liste déroulante quand vous sélectionnez votre type d'opération. Et aussi, vous l'avez peut-être déjà remarqué,
Sur emploi territorial, vous avez de nouveaux encarts, en fait, de nouvelles questions qui viennent affiner en fait votre opération et qui viennent affiner la situation dans laquelle vous pourriez être amené à recruter un contractuel sur un emploi permanent. L'objectif, c'est vraiment de cadrer votre opération sur emploi territorial pour être dans les clous de la nouvelle procédure et du décret de décembre 2019. Puisque emploi territorial, à partir du moment où vous allez sélectionner une opération sur emploi permanent, donc que ce soit une vacance ou une création, emploi territorial va automatiquement vous demander si votre poste est ouvert aux contractuels, c'est-à-dire est-ce que dans la délibération qui crée le poste, est-ce que vous avez prévu l'ouverture de ce poste aux contractuels? Et en fonction des choix que vous allez faire au fur et à mesure, il y a un algorithme en fait qui va calculer automatiquement le fondement juridique sur lequel votre recrutement va avoir lieu. Dans le cadre en fait des emplois permanents, donc la question, ça va être uniquement, on va vous demander est-ce que c'est ouvert aux contractuels uniquement pour les cas d'emploi permanent, puisque si votre opération, ça concerne un emploi temporaire ou un contrat aidé ou un contrat d'apprentissage, par exemple, automatiquement, on sous-entend qu'un contractuel peut être amené à prendre le poste, donc vous n'aurez pas cette question-là en particulier. Le champ va vraiment s'affiner quand vous êtes sur emploi permanent, puisque c'est le cœur en fait de la réforme, enfin de la nouvelle procédure et du recrutement sur emploi permanent. La nouveauté aussi, c'est qu'à l'issue de ces nouveaux champs, donc vous avez le fondement juridique en fait qui va automatiquement se générer. Et ce fondement juridique, il va être visible des demandeurs d'emploi sur les offres d'emploi. C'est-à-dire le demandeur d'emploi, quand il va aller faire sa recherche sur emploi territorial, voir les offres qui sont à pourvoir dans le département, il va automatiquement voir le fondement juridique sur lequel le recrutement a lieu. Donc, est-ce que c'est ouvert aux contractuels ou est-ce que non, le poste n'est pas ouvert aux candidatures de non-fonctionnaires? Aussi, une des nouveautés sur laquelle il faut faire attention, c'est suite à un courrier de la DGCL, donc la Direction générale des collectivités locales. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet au téléphone. Lorsqu'on est donc sur un emploi permanent, mais sur le remplacement en fait d'un agent sur emploi permanent. Il y a cette notion en fait de remplacement sur emploi permanent. C'est vrai qu'au départ, il y a encore quelques mois, on conseillait, d'ailleurs, si vous avez la première version du guide du recrutement, il n'était pas obligatoire de faire une DVE dans le cadre d'un remplacement sur emploi permanent, puisque par nature, comme on est sur un remplacement, on considérait que le poste finalement n'était pas véritablement vacant. Or, la DGCL est venue préciser ce point et en fait demande aux collectivités de faire une déclaration de vacances sur emploi permanent, même dans le cadre d'un remplacement d'un agent dans le cadre d'un remplacement sur emploi permanent. Alors, bien entendu, cette obligation de faire une DVE, elle est à conjuguer avec les réalités de terrain. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, vous avez un agent qui tombe malade, on ne va pas vous demander d'attendre un mois, donc le délai réglementaire d'un mois entre votre déclaration et votre date de prise de poste. On ne va pas vous demander d'attendre un mois pour remplacer votre agent malade. Vous pourrez passer au-delà du délai d'un mois. Mais à partir du moment où vous êtes sur un emploi permanent, qu'il devient vacant ou que vous créez un emploi permanent, pensez bien à faire votre déclaration sur emploi territorial pour être vraiment en phase avec le décret de décembre 2019. Aussi une question que j'ai souvent, qui revient souvent au téléphone, les collectivités m'interrogent beaucoup sur la distinction en fait entre la publicité restreinte sur emploi territorial et l'appel à candidature. C'est-à-dire, j'ai remarqué qu'il y avait des fois une difficulté à saisir c'est quoi une publicité restreinte et quel est le lien finalement avec la DVE.
En fait, tout simplement, la publicité restreinte, ce que nous, on appelle publicité restreinte, c'est vraiment à proprement parler votre déclaration de vacances d'emploi ou alors votre déclaration de création d'emploi. Quand vous allez sur emploi territorial, vous le voyez, vous avez votre onglet opération, votre onglet déclaration et votre onglet offre. La publicité restreinte, c'est votre DVE. C'est-à-dire pourquoi on parle de publicité restreinte? Parce que les arrêtés, donc les arrêtés qu'on va générer chaque lundi au centre de gestion et transmettre à la préfecture seront à l'issue publiés sur le site internet du CDG 88. Donc ce sont des arrêtés qui sont librement consultables sur le site internet et qui ont donc valeur de publicité et de mise en concurrence des candidats potentiels à un recrutement. Par contre, c'est vrai que la question se posait de savoir, par exemple, je suis une collectivité, j'ai un contractuel sur un emploi permanent qui me donne entière satisfaction, son contrat arrive à terme prochainement, je sais très bien que je vais renouveler cet agent-là puisqu'il me convient tout à fait, il a les compétences, il est à l'aise sur le poste, il donne entière satisfaction. Entre guillemets, j'ai pas envie de perdre du temps à lancer une offre d'emploi, à recevoir des candidatures alors que je sais pertinemment à qui que je vais renouveler le contrat de mon agent qui est actuellement en poste. C'est pour ça que là, est née en fait cette notion de cette distinction entre publicité restreinte et appel à candidature. Quand vous avez votre agent, vous allez renouveler son contrat, vous le savez pertinemment, vous êtes sur la notion de publicité restreinte, vous faites uniquement votre DVE. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de m'envoyer un mail pour me demander en fait de faire une publicité restreinte, puisque par nature, vous le faites déjà vous tout seul. La publicité restreinte va se faire automatiquement. Par contre, bien évidemment, si vous êtes sur un recrutement ouvert, sur une création de poste, si vous cherchez à avoir des candidats à un poste, là, vous ferez la dernière étape sur emploi territorial, à savoir saisir une offre d'emploi qui, elle, sera visible directement sur le site emploi territorial. Après, quand vous faites une publicité restreinte, vous n'êtes pas à l'abri de recevoir d'autres candidatures, que ce soit par le bouche à oreille ou par un candidat qui est rodé à la territoriale et qui sait où chercher l'information sur les arrêtés. Mais cependant, ça reste tout de même assez rare. Respectez bien le délai minimal réglementaire d'1 mois quand vous faites vos DVE, sauf urgence. Pensez bien à délibérer. Seulement après, vous faites votre DVE sur emploi territorial et le délai réglementaire d'1 mois, sauf urgence. Donc la notion d'urgence, comme je vous le disais, s'il y a je sais pas, un arrêt maladie, si c'est un poste qui est vraiment là, vous avez une personne du jour au lendemain qui s'en va, mais le poste est nécessaire au bon fonctionnement de la collectivité. Les notions d'urgence, voilà, c'est ce qui va vous permettre de passer, entre guillemets, au-delà du délai d'1 mois. Mais si vous pouvez anticiper, respectez bien le délai d'1 mois pour ne pas vous faire, pour ne pas que la préfecture vienne remettre en cause votre recrutement. C'est possible, une annulation de recrutement. Donc, essayez d'anticiper le plus possible vos déclarations sur emploi territorial. Aussi, n'oubliez pas, quand vous êtes sur des recrutements sur emploi permanent, accusez bien réception à tous les candidats, informez bien tous les candidats qui ne sont pas reçus à votre poste. C'est une obligation légale de les tenir informés de la suite qui est donnée à leur candidature. Et aussi, pensez bien à rédiger un procès-verbal de recrutement. Donc, on a des modèles de procès-verbal de recrutement sur le site du CDG. Votre PV de recrutement, tout simplement, c'est une synthèse de vos entretiens. Il reprend les compétences, les aptitudes, les qualifications de vos candidats. Et en fait, à la lecture de votre procès-verbal, on doit comprendre pourquoi telles candidatures ont été écartées et pourquoi telle candidature a été retenue. Aussi, en cas de recrutement d'un contractuel sur un emploi permanent, vous devez bien mentionner dans votre procès-verbal de recrutement le caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire, justifiant donc l'examen des candidatures de contractuels sur un emploi permanent. Le procès-verbal de recrutement, vous le gardez dans un tiroir, vous le gardez sur votre ordinateur. Vous n'avez pas à le montrer, vous n'avez pas à le diffuser, sauf si un candidat qui aurait été écarté, voilà, demande les raisons pour lesquelles sa candidature a été refusée, ou si vous avez un contrôle de légalité de la part de la préfecture. Et pareil, si vous êtes sur de la publicité restreinte,
Donc, le cas le plus typique, je renouvelle le contrat de mon agent sur emploi permanent, j'ai bien fait ma DVE. Alors, certes, vous n'avez peut-être pas, vous n'aurez pas, en toute logique, vous n'aurez pas reçu d'autres CV, mais pensez quand même bien à faire un procès-verbal de recrutement, même si vous êtes uniquement sur de la publicité restreinte. Donc, votre procès-verbal de recrutement, il sera très court. Ce sera en l'absence d'autres candidatures ou voilà, ce sera un procès-verbal court, mais il faut conserver une trace écrite pourquoi c'est Monsieur X qui occupe le poste à l'instant T. Aussi, une obligation qui vous est faite depuis le décret de décembre 2019, c'est si vous recrutez un contractuel, vous devez lui remettre un document sur les obligations en matière de déontologie dans la fonction publique. Pareil, on a un modèle de document sur le site internet du CDG 88. Vous pouvez l'imprimer, le remettre, c'est un modèle type, hein, et le remettre au candidat contractuel retenu qui reprend l'ensemble des droits et des devoirs en matière de déontologie dans la fonction publique territoriale. Et enfin, pour boucler la boucle sur emploi territorial, pensez bien, une fois que votre recrutement est finalisé, une fois que vous avez sélectionné votre candidat, de compléter en fait votre décision de recrutement sur emploi territorial. Dans l'onglet Opération, saisir une décision de recrutement, vous devez mentionner la personne qui prend le poste. Et c'est ce qui va permettre aussi, dans un autre axe, en fait, de compléter les enquêtes, nous, de répartition hommes-femmes, les postes, dans la répartition des hommes et des femmes sur les types de postes dans la fonction publique territoriale. Donc, c'est aussi intéressant pour les enquêtes répartition hommes-femmes, mais vous, ça vous permettra de boucler aussi la boucle sur emploi territorial et de clôturer votre opération. Vous pouvez le faire que ce soit sur un emploi permanent, donc saisir une décision de recrutement. Et si vous êtes sur de l'emploi temporaire, par exemple un accroissement d'activité, un besoin saisonnier, vous avez la possibilité de clôturer une opération. Ça ne s'appellera pas saisir une décision, mais clôturer une opération temporaire. Et ça vous bouclera votre processus sur emploi territorial. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Vous avez toutes les annexes qui sont toujours en ligne sur le site internet du CDG 88. Bien évidemment, on est disponible au téléphone ou par mail pour vous répondre à d'autres questions peut-être un peu plus techniques ou à des cas particuliers que vous pourriez rencontrer. Et on est toujours là pour vous accompagner dans la saisie de vos opérations sur emploi territorial. Une question donc de Livia Martin. En cas de recrutement d'un contractuel, si le contractuel est stagiairisé, faut-il refaire une déclaration de vacances? Non, Je dirais oui quand même. Oui, quand même, oui. Après, ouais, on le conseille quand même, oui. Si vous stagiairisez, refaites quand même une déclaration sur emploi territorial, donc restreinte, hein. Vous ferez uniquement la partie opération, la partie déclaration, mais faites quand même l'opération sur emploi territorial. Ok, c'est tout bon. Alors pour l'instant, il n'y a pas plus de questions. N'hésitez surtout pas à les poser. En attendant, donc on va continuer, on va passer au second thème. Donc je laisse la parole à Anaïs Sayo, donc qui va nous parler tout d'abord de la plateforme Concours territorial. Merci. Alors, bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je parle, donc de cette nouvelle plateforme Concours territorial. Donc, si jamais vous ne voyez pas l'écran, est-ce que quelqu'un qui a la main sur son micro pourra me le dire? Donc, je lance le partage et je fais le partage. C'est tout bon. C'est tout bon. Eh ben super. Donc, vous l'avez peut-être vu dans la newsletter hebdomadaire envoyée depuis quelques semaines maintenant par le CDG. Il y a une nouvelle plateforme qui existe qui s'appelle Concours territorial et qui va servir de lieu de première porte, de sas même, pour les inscriptions au concours. C'est une nouveauté et en fait, il s'agit de quelque chose qui va se rajouter au parcours d'inscription des candidats au concours et examens.
Alors, pourquoi ce machin-là? Eh bien, comme tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, Pauline et moi, parce qu'il y a eu la loi de transformation de la fonction publique qui est passée par là. Cette loi, elle avait entre autres ambitions, parmi tous les axes qu'elle avait, il y avait cette idée de limiter les inscriptions au concours de la territoriale. Pourquoi? Parce que on a pu observer par le passé des personnes qui, cherchant à maximiser leurs chances d'avoir un concours, allaient s'inscrire auprès de différents centres de gestion et allaient choisir à la dernière minute le lieu où elle allait passer le concours en fonction du nombre de postes ouverts. Le problème est le suivant, c'est qu'un centre de gestion qui va organiser un concours et qui va donc organiser des épreuves va avoir un coût pour chaque personne inscrite en prévisionnel, des coûts de place, puisqu'il y a des salles à louer, des coûts de surveillance, des coûts de copie, d'envoi de convocation, etc., administratifs, frais de gestion. Et donc, cette pratique qui est tout à fait qui était possible de la part des candidats avait un coût pour les centres de gestion et de manière indirecte, donc pour les collectivités territoriales qui leur étaient affiliées. Donc, la loi de transformation de la fonction publique souhaite mettre un terme à ces pratiques et elle va être complétée par décret en mars dernier de la modalité de limitation. Et donc concrètement, ça va passer par la création de cette plateforme concours territorial qui va être, comme je vous l'ai dit, une porte d'entrée, un SAS à l'inscription de chaque concours. Pourquoi un SAS? Et ça à partir des concours qui seront organisés, ouverts à inscription après le 25 mai. Donc je ne pourrai pas aller jusqu'au bout dans ma démonstration, j'en suis désolée. Mais donc pourquoi ce SAS? Comment ce SAS, pardon? Donc, un candidat qui va vouloir s'inscrire à un concours va aller donc sur concours territorial. Il va dire que bon, bah, moi, par exemple, je ne suis pas encore fonctionnaire. Bon, si, je suis fonctionnaire. En niveau de diplôme, je vais pouvoir sélectionner, donc si je veux passer un concours dans l'absolu, le niveau de diplôme à partir duquel je peux présenter un concours. Donc, on va dire que j'ai un CAP ou un BEP. Que donc je veux passer un concours de catégorie C, de la filière administrative et là, je vais avoir différentes possibilités. Une fois que je suis donc sur ces éléments, je vais voir que en tant que candidat, il y a des inscriptions à venir, donc elles ne sont pas encore ouvertes. J'ai également la précision de l'ouverture des sessions. Je vais pouvoir me mettre cela comme favori. Ce qui va me permettre d'avoir une veille avec des notifications sur mon mail sur les inscriptions à venir. Et une fois que, après le 25 mai, je voudrais m'inscrire à ce concours, eh bien, ça va me donner un numéro et ça va transmettre mes données, puisque je vais mettre en fait inscrite sur le site emploi territorial. Ça va transmettre les données auprès du centre de gestion où je vais m'inscrire. Ce qui fait que si je veux m'inscrire dans un autre centre de gestion, il va falloir que le premier centre de gestion où je m'étais inscrite annule l'inscription. Donc c'est un peu comme les listes électorales. On ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales dans plusieurs communes. Bien là, pour passer les concours, je ne vais pas pouvoir passer le concours dans plusieurs centres de gestion. Il va falloir que j'en choisisse un. Donc concrètement, je pourrais changer de centre de gestion tant que l'inscription est ouverte. Donc ça peut être utile, mais je ne pourrais pas m'inscrire dans plusieurs centres de gestion pour passer le même concours. Ça se passe, comme je vous le disais, en récupérant des données. Donc concrètement, en tant que candidate, pour m'inscrire, il va falloir que soit je renseigne des éléments d'identification,
soit je peux passer par France Connect. France Connect, c'est cette plateforme d'accès aux services publics qui va reprendre des éléments d'identification qui peut servir à chaque citoyen de pouvoir se connecter à son espace sur la sécurité sociale, sur, sur les impôts, etc. Donc, avec ces données France Connect, on va pouvoir se créer un compte sur Concours Territorial. Donc, ça prend des données, bien évidemment, c'est quelque chose qui a été développé nationalement, c'est respectueux des normes en lien avec l'RGPD. Et donc, ces données vont être transmises au centre de gestion auprès de qui je m'inscris. Alors, comme je le disais, c'est un SAS. C'est une pré-préinscription. Donc, une fois que je me rends sur le centre de gestion qui va organiser le concours où je me présente comme candidate, je vais devoir quand même repasser par une préinscription, c'est-à-dire le retrait du dossier d'inscription, le renvoi du dossier avec les pièces justificatives qui me seront demandées et le suivi de mon dossier d'inscription ne se fera pas sur Concours Territorial, mais bien sur la plateforme Concours du CDG auprès de qui je vais passer ce concours. Donc ça, c'est le premier élément à retenir. Il s'agit d'une procédure en plus à opérer pour pouvoir s'inscrire à un concours. Donc c'est un SAS. La porte d'entrée ensuite, c'est par le CDG organisateur que ça se passe. Et la deuxième alerte que j'ai besoin de vous mettre, c'est que vous, en tant qu'employeur, et nous, en tant que CDG qui n'organisons plus les concours en direct, mais les faisons organisés par d'autres, il est très important que vous veilliez, quand vous allez titulariser des personnes lauréates à des concours, qu'elles soient bien lauréates d'un concours organisé par un CDG avec lequel nous, centre de gestion, avons conventionné. Donc ça, vous pouvez le savoir soit en vous rendant sur CDG+. Sur CDG+, 88, vous avez le calendrier des concours et des examens. Et sur ce calendrier, vous avez indiqué dans les centres organisateurs sous réserve, donc c'est sous réserve de conventionnement, les centres avec lesquels nous avons l'intention ou alors nous avons déjà conventionné. Donc, il est important de bien veiller à, si vous titularisez cette année un rédacteur, à bien veiller que cette personne ait passé le concours dans le 57, par exemple. Autrement, ce qui va se passer, c'est que le CDG organisateur va vous envoyer la facture, le coût lauréat, donc qui correspondent aux frais d'organisation du concours. Donc voilà, il faut impérativement bien penser à titulariser des personnes qui ont passé le concours dans le bon centre de gestion. Et puis, dernière chose, pour vous assurer que le concours soit ouvert, il faut bien penser à nous déclarer, quand on vous fait des piqûres de rappel par newsletter, à nous recenser vos besoins en ouverture de poste. Par exemple, le concours d'ADSEM a eu un taux historique de non-titularisation, c'est-à-dire que le dernier concours organisé avec le centre de gestion du 55 auprès de qui nous avions conventionné, à l'heure actuelle, 70% des lauréats n'ont pas trouvé de collectivité d'affectation. Donc 70% des lauréats du dernier concours d'ADSEM sont encore inscrits sur liste d'aptitude, parmi lesquels 6 sont dans les Vosges. Or, on a 5 collectivités qui nous ont fait part de leurs besoins, ce qui veut dire que nous, on les a remontés évidemment au centre de gestion avec qui on aurait dû conventionner. Et eux ont fait le constat qu'il restait bien trop de lauréats de la session 2019. Donc, ils n'ouvriront pas de concours cette année, de concours d'ADSEM, puisqu'on a encore des personnes qui sont lauréates du concours et qui n'ont pas trouvé de collectivité d'affectation. Donc, bien recenser vos postes, mais bien aussi penser à nous interroger si nécessaire quand vous opérez un recrutement ouvert, que vous n'avez pas forcément de candidats sous le coude, bien penser à nous demander si vous n'avez pas, si on n'a pas de liste des lauréats qui restent à être titularisés.
Voilà sur la partie concours. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est les candidats ont dorénavant une nouvelle étape avant de s'inscrire à un concours qui est le passage par concours territorial. Vous, en tant que collectivité, vous devez veiller avant de stagiairiser un lauréat, donc de bien veiller à ce que la personne ait passé le concours au bon endroit, sinon vous risquez de devoir payer quelques centaines d'euros pour les frais d'organisation du concours. Et troisièmement, pensez bien à nous déclarer, à nous recenser vos postes nécessaires donc, pour ouvrir des postes au concours, mais ce n'est pas ce qui va conditionner l'ouverture d'un concours, puisque ce qui va conditionner également l'ouverture d'un concours, c'est le nombre de personnes qui sont lauréats et qui n'ont pas encore de lieu d'affectation. Voilà pour cette partie de la présentation. Merci de votre attention. Merci Anaïs. Alors, il y avait une première question qui avait été posée sur Framaform, mais tu y as très bien répondu. C'était est-il possible pour un agent de passer un concours organisé dans le département voisin? Donc, oui, a priori, bien sûr, mais faire attention que ce soit donc un centre de gestion qui soit donc conventionné. C'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Surtout si vous voulez le nommer après. Oui. Et puis il y avait une question de Éric Delmissier, je ne sais pas s'il est présent, mais il avait posé une question sur le Framaform. Alors c'était une question concours aussi également. Ma secrétaire souhaite passer le concours de rédacteur. Que peut mettre le CDG en place pour l'aider à préparer le concours? Alors ça, c'est de la formation dont il Oui. s'agit et pour l'heure, l'entité qui va organiser des formations tout au long de la carrière des agents, c'est bien le CNFPT. Donc cette question, je la renvoie à mes collègues du CNFPT. En revanche, sur les modalités par lesquelles l'agent va pouvoir se rendre disponible pour assister à la formation, ça peut passer par le compte personnel de formation, auquel cas on peut, au sein du pôle emploi territorial, vous renseigner sur le déblocage de ce compte personnel de formation. Ok, donc très bien. Voilà. Bah, si c'est tout bon, il n'y a pas plus de questions. Il y a des questions qui sont encore arrivées pour Pauline. Elle y répond, elle y répond. Au compte-gouttes. On va continuer donc toujours avec toi Anaïs, donc sur la titularisation des apprentis travailleurs handicapés. Oui, alors tout à fait. Donc là, je vais vous faire une petite présentation avec un PowerPoint. Donc, je vais vous repartager mon écran. Donc, on a parlé des concours, mais il y a des nouveautés, des possibilités dorénavant de titulariser des personnes sans concours. Excusez-moi. De titulariser des personnes sans concours. Il s'agit de cas très spécifiques. Certains d'entre vous peuvent être concernés dès cette année ou l'année prochaine. On a une procédure qui est très détaillée, qui est sortie par décret l'année dernière. On a des propositions à vous faire sur le sujet. Et donc, il s'agit des modalités de titularisation des apprentis bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Au niveau des références législatives, je vous le disais, il y a eu un décret l'année dernière, donc le décret du 5 mai qui va fixer pour une période limitée les modalités de titularisation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi à l'issue d'un contrat d'apprentissage. Donc, on est sur les apprentis travailleurs handicapés. On est encore sur une application de la loi de transformation de la fonction publique et le public visé, c'est le public dit bouette. Ça va au-delà du travailleur handicapé. Pour avoir la liste totale, je vous invite à consulter l'article précisé du Code du travail. Donc, il s'agit là d'une expérimentation. La titularisation peut, donc si les conditions sont réunies, et je vais vous les décrire, intervenir au terme du contrat de l'apprenti.
une fois que cette personne a passé son diplôme. Cette expérimentation est valable jusqu'au 6 août 2024. Donc, pour tous les contrats qui terminent avant cette date, on peut mettre en œuvre cette procédure. Ce qu'il faut avoir en tête au moment où vous allez traiter les demandes de vos apprentis travailleurs handicapés, c'est qu'il faut qu'il y ait une concordance entre le diplôme préparé et la détermination du cadre d'emploi d'accueil. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir nommer attaché une personne qui a préparé un bac pro. Donc, il faut bien regarder le cadre d'emploi d'accueil et que le diplôme préparé permette l'accès à ce cadre d'emploi normalement quand on passe un concours. Alors, on commence cette procédure par le dépôt des candidatures. Donc, il s'agit des apprentis qui vont faire cette démarche, mais l'employeur doit informer l'apprenti de cette possibilité par tout moyen nécessaire, normalement dès le début du contrat. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez commencer à informer vos apprentis reconnus travailleurs handicapés de cette possibilité de titularisation à l'issue du contrat. Il s'agit bien d'une possibilité et cette possibilité, je vous le disais, doit être à l'initiative du candidat et doit intervenir au plus tard 3 mois avant le terme de son contrat d'apprentissage. Une fois que le candidat a fait acte de candidature, vous avez ensuite 1 mois pour répondre à la réception de la demande. Donc cette réponse, elle peut être positive, très bien. Donc dans ces cas-là, vous faites l'autorité territoriale propose une titularisation dans un cadre d'emploi d'accueil. Donc c'est à vous de faire la proposition du cadre d'emploi qui doit être en lien avec une ou plusieurs offres d'emploi, donc qui seront préalablement créées ou déclarées vacants. Vous demandez à la personne candidate de transmettre un dossier de candidature sous 15 jours. Donc, vous voyez, le terme se rapproche. On est à 1 mois et demi maintenant quand la personne a rendu son dossier à 1 mois et demi de la fin de son contrat d'apprentissage. Mais la réponse, elle peut être aussi négative et donc, auquel cas, l'autorité territoriale répond qu'elle n'entend pas donner suite à la demande. Une fois que donc la réponse positive est arrivée, donc là on est dans le cas d'une réponse positive, le candidat doit formaliser un dépôt de candidature. Il y a des compositions qui sont une composition de ce dossier qui est listée dans le décret. Donc on doit retrouver un CV, une copie des titres et des diplômes donc préparés en amont, mais aussi dans le cadre de cet apprentissage. Une lettre de motivation qui est décrite en annexe du décret, qui doit respecter donc un formalisme et présenter la motivation du candidat, les activités professionnelles qu'il a exercées. Le dossier de candidature doit également avoir un justificatif de la qualité de boîte et doit également joindre les justificatifs des activités professionnelles exercées avant le contrat d'apprentissage. Ça aura une importance si jamais la personne, à la fin, est titularisée. Je vous dirai pourquoi. Je vous le disais, la lettre de motivation, c'est une annexe à part entière du décret. On va essayer de vous sortir un modèle qui aidera les candidats à remplir ce document. On vous le mettra à disposition sur CDG+, et on vous le passera par newsletter. Le dossier de candidature doit également avoir, une fois que le candidat a remis son dossier de candidature, on doit, nous, employeurs, y ajouter un bilan de la période d'apprentissage. Donc, c'est une pièce obligatoire pour l'examen de la candidature de l'apprenti. Cette pièce, elle va être réalisée par le maître d'apprentissage et elle est également annexée au décret. Donc, on est encore sur un formalisme. Il faut retrouver certaines informations. Donc, idem que pour la lettre de motivation, on va vous sortir un modèle qui sera disponible sur CDG+, et qu'on pourra également vous communiquer. Donc, c'est l'annexe 2 du décret. Donc, le conseil pratico-pratique qu'on peut vous donner, c'est peut-être faire d'une pierre deux coups. À 3 mois de la fin du contrat d'apprentissage, le maître d'apprentissage
peut organiser un entretien qui fera office de bilan et ce sera le moment de lui rappeler qu'il a la possibilité de faire cette demande de titularisation. Donc une fois que le dossier est constitué, il y a une commission qui doit se mettre en place pour sélectionner et éventuellement titulariser le candidat. Donc cette délégation peut se faire auprès du CDG et donc dès cette année, avec un calendrier qui va être difficilement tenable, donc on sera hors délai, je vous l'annonce dès à présent. En tout cas, dès cette année, on peut vous proposer de mettre en place la commission ad hoc. Et en l'occurrence, elle pourra se réunir en juillet 2021. Donc pour les apprentis qui seront diplômés en fin d'année scolaire, là présentement. Donc pour permettre cela, on va adresser à l'ensemble des collectivités un questionnaire pour savoir qui est intéressé. On a déjà une petite liste de collectivités qui accueillent des apprentis travailleurs handicapés, mais pour ne rater personne, on va envoyer quelque chose avec la newsletter donc dans 15 jours. Et vous aurez donc jusqu'à fin juin pour nous transmettre les dossiers de candidature des apprentis ainsi que le bilan de la période d'apprentissage. Donc on est sur des délais plus contraints que ceux initialement prévus dans le décret. L'année prochaine, on s'améliorera. La commission que nous allons CDG vous proposer, mais qui doit être celle, si jamais vous-même mettez en place cette commission, il faut avoir cette composition-là. Elle doit être composée donc de l'autorité territoriale ou de son représentant. Donc le représentant, ça peut être l'agent d'un cadre d'emploi supérieur ou égal au cadre d'emploi d'accueil. Donc c'est cette personne-là qui présidera la commission. Ensuite, il faut qu'il y ait dedans une personne compétente en matière d'insertion ou de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Excusez-moi. Et en dernier lieu, une personne du service RH. Donc nous, on le traduit par une personne chargée de recrutement. Le rôle de la commission, ça va être d'émettre un avis sur l'aptitude du candidat à être titularisé. Donc, ça passe par l'examen du dossier. Donc, on sélectionne le candidat en vue de l'audition. Bon, a priori, si la personne nous confie toutes les pièces, il n'y a pas de raison qu'on l'écarte de la partie de l'entretien. Et donc, ensuite, on reçoit les candidats en entretien. Donc, cet entretien doit intervenir au plus tard 1 mois avant le terme du contrat d'apprentissage. Et donc, comme je vous le disais, on sera un petit peu hors délai pour cette année. Le déroulement de l'entretien, donc on communiquera aux candidats les éléments liés au déroulement de l'entretien, puisque pareil, le décret va être très précis là-dessus. Il doit être de 45 minutes maximum et doit comporter la présentation du parcours et de la motivation du candidat, donc sur 10 minutes. Et le reste de l'entretien va porter sur un échange qui va s'appuyer sur le dossier de candidature et le bilan professionnel, le bilan de l'apprentissage qui nous aura été transmis par le maître d'apprentissage. Et il peut également comporter des questions en lien avec l'environnement professionnel à venir, donc des mises en situation professionnelle. Si le jury a bien émis un avis positif sur l'aptitude du candidat à être titularisé, la collectivité pourra procéder à la titularisation au terme du contrat d'apprentissage ou à défaut à la date d'obtention du diplôme ou titre préparé. C'est-à-dire que si le contrat d'apprentissage se termine avant que le diplôme soit obtenu, par exemple si jamais la personne échoue à ses examens, on a encore 6 mois pour titulariser la personne. La titularisation, donc elle implique un classement. Donc ça, je vous donne du très très résumé qui sera ensuite détaillé si vous vous retrouvez dans la situation. Votre interlocuteur sera évidemment le service des carrières. Mais donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas de période de stage, hein. On parle bien d'une titularisation et non pas d'une stagiairisation du fonctionnaire. C'est-à-dire que, en gros, l'apprentissage vaut stagiairisation si vous donnez une réponse positive. La personne est classée au premier échelon du premier grade du cadre d'emploi d'accueil.
Et donc, si jamais il y a des services antérieurs, que ce soit dans le secteur privé ou public, il est possible d'une reprise, quand il y a eu une activité professionnelle avant la conclusion du contrat d'apprentissage. Donc ça, mes collègues des carrières vous accompagneront sur cette partie-là. La dernière chose à savoir, c'est que donc le fonctionnaire nouvellement titularisé est donc fonctionnaire et à ce titre va bénéficier de la formation d'intégration, va être soumis à l'obligation de formalisation de formation de professionnalisation au premier emploi. Et la spécificité, c'est qu'en tant que travailleur handicapé, il va bénéficier d'un accompagnement avec le référent handicap. Sur cette question-là également, on reviendra avec des précisions sur ce que peut faire le référent handicap du CDG, à savoir Erwan et As. Donc, on va mettre à jour le site internet sur les pages apprentissage dans les prochains jours et semaines pour vous donner des détails. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que très très bientôt, vous allez recevoir une newsletter pour savoir si vous souhaitez bénéficier de la commission de recrutement mise en place par le CDG. Et donc, si vous en aviez besoin, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci pour votre attention et désolée pour la longueur. Merci Anaïs. Alors, il y avait une question. Sur quel grade peut-on titulariser un apprenti assistant RH? Alors, si c'est un titre pro assistant RH en BTS, vous pouvez le titulariser sur les cadres d'emploi d'adjoint administratif ou de rédacteur. Donc ça dépendra également des offres d'emploi que vous avez à proposer, puisqu'on est sur du niveau Bac plus 2. On peut accéder au cadre d'emploi des rédacteurs à niveau Bac, mais en face, il faut voir l'offre d'emploi que vous avez à faire. Est-ce qu'elle correspond à un niveau de responsabilité d'encadrement intermédiaire, de pilotage de dossiers, de coordination de projets un peu complexes? Ou est-ce qu'on est sur des choses où même si la personne va avoir de l'autonomie, on demande quand même des choses de plus d'exécution, donc ce qui va faire pencher la balance sur du cadre d'emploi d'adjoint administratif ou de rédacteur. Ok, très bien. Alors, il y a une question supplémentaire, mais on va passer au tout dernier. Je te laisserai, Anaïs, y répondre sur le chat. On va passer donc au tout dernier groupe, donc c'est-à-dire Émilie Carme, Venenzio-Viec et Brigitte Veldener, donc le pôle carrière instance paritaire. Je vous laisse la parole donc pour le rappel sur le temps de travail. Alors déjà, bonjour à toutes et tous. Donc Émilie Carme du pôle carrière instance paritaire. On va vous faire un petit topo sur le temps de travail dans la fonction publique territoriale. Mais avant tout ça, j'aurais souhaité revenir en amont et vous faire un petit rappel sur les avancements de grade 2021 et la promotion interne tout vite. Donc je ne partagerai pas mon écran pour gagner un petit peu de temps. Et en amont de tout ça, avant d'aborder ces deux thèmes, il est rappelé que les collectivités doivent en amont avoir arrêté leur ligne directrice de gestion allégée ou tout du moins avoir saisi le comité technique pour un avis sur les LDG. Donc, je vous rappelle que sur le site CDG+, vous avez un modèle de ligne directrice de gestion, un modèle allégé en ce qui concerne la promotion interne et les avancements de grade. Donc, pour toutes les collectivités qui souhaitent pouvoir bénéficier de l'avancement de grade pour leur agent ou déposer un dossier de promotion interne, il faut avoir établi en amont les lignes directrices de gestion, je le répète. Alors, pour les avancements de grade, donc petit rappel, donc les CAP n'ont plus en 2021 à donner leur avis sur les propositions d'avancement de grade formulées par les collectivités. Donc toutefois, le CDG 88 continue son accompagnement auprès d'elles en assurant la vérification des propositions d'avancement de grade des collectivités. Donc ça, c'est via le logiciel Agir. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va vérifier donc les quotas, la proratisation pour les agents à temps non complet, la prise en compte du congé parental. Tout ça, ça n'est pas calculé intuitivement par le logiciel Agir. Ce sont des calculs manuels qu'on refait et on passe agent par agent pour vérifier qu'on accède bien, que les agents sont bien promouvables à l'avancement de grade. Donc, cette démarche aussi de vérification, ça facilite la prise des arrêtés de nomination ultérieurs via ce logiciel Agir.
Donc, je rappelle qu'une newsletter en date, je crois, du 19 janvier 2021 a été envoyée à l'ensemble des collectivités afin de les guider dans la nouvelle procédure d'avancement de grade. Et vous pouvez retrouver sur notre site CDG+, donc dans l'onglet Carrière instance paritaire, la carrière, toute la notice pour la procédure d'avancement de grade 2021. Donc, c'est un document complet avec impression d'écran par impression d'écran. Vous aurez la procédure de A à Z jusqu'à la prise d'arrêté pour vos avancements de grade. Donc, ça, c'est ce qui concerne les avancements de grade. Pour la promotion interne, donc c'est pareil, depuis le 1er janvier 2021, l'avis de la CAP donc n'est plus requis en termes de promotion interne. J'avais vu une question d'ailleurs dans le chat où on parlait d'avis de la CAP en cas de dossier de promotion interne, enfin, en cas d'avis favorable et d'inscription sur liste d'aptitude. Il n'y a plus d'avis de CAP en 2021 pour la promotion interne. Hein. Donc, comment ? Ah, vous avez la question. D'accord. Donc, à la place, donc, il est remplacé par l'application de critères définis au sein des LDG établis par le président du centre de gestion. Donc, vous savez que le président du centre de gestion a établi des LDG concernant la promotion interne. Elles sont aussi consultables sur notre site CDG+. Donc là, c'est dans l'onglet toujours carrière instance paritaire. Et il y a un petit, sur le sommaire, il y a une partie ligne directrice de gestion où vous pourrez les consulter. C'est LDG concernant la promotion interne. Donc, pour la promotion interne, il y a plusieurs étapes qui interviennent et qui conditionnent le dépôt de dossier de promotion interne. Pareil, ces étapes sont consultables dans la petite circulaire que vous avez reçue soit par newsletter ou qui est aussi consultable sur le site CDG+. Donc, l'étape numéro 1, c'est la vérification des conditions réglementaires. Donc, ça, c'est toujours la même chose. Toutes les conditions statutaires doivent être réunies au 1er janvier de l'année en cours, je le répète. Et les conditions réglementaires sont consultables donc dans la partie promotion interne sur le site CDG+. Elles sont consultables par catégorie. Pour toutes les catégories, il y a les conditions réglementaires qu'on doit respecter. L'étape numéro 2 pour le dossier de promotion interne, c'est une nouvelle étape, c'est un contrôle des prérequis par le centre de gestion. Puisque dans les LDG promotion interne, on a établi des prérequis au dépôt de dossier de promotion interne. Donc, ces prérequis, elles peuvent se regrouper en deux catégories. Donc, déjà, il faut une formation sur les 5 dernières années. Donc, l'agent doit être à jour de ses formations obligatoires. Les candidats devront avoir réalisé au minimum 2 jours de formation dans les 5 années précédentes, soit à compter du 1er janvier 2016. Je rappelle aussi que les attestations relatives aux préparations de concours ne sont pas considérées comme des formations de professionnalisation. Hein. C'est bien des formations autres que les prépas concours qu'il faut fournir. Et les formations annulées en 2020 en raison de la Covid-19 pourront être prises en compte dans les 2 jours de formation lorsque la justification d'annulation par le CNFPT est jointe au dossier, puisque l'année 2020 a été un peu exceptionnelle. Donc, vous pouvez nous adresser aussi avec votre dossier de promotion interne les annulations de formation, il n'y a pas de souci. La deuxième catégorie de prérequis, c'est les prérequis liés au concours. Donc là, les candidats devront donc remplir au minimum 2 critères sur 3, des critères qui sont énoncés dans la circulaire et dans les LDG promotion interne. Donc, numéro 1, c'est c'est la réalisation d'une préparation concours dans le grade convoité. Donc ça, c'est une des conditions. Numéro 2, c'est passage d'un ou plusieurs concours ou examens professionnels au cours de la carrière dans le grade convoité. Donc voilà. Et la troisième chose, c'est l'obtention d'un ou plusieurs concours ou examens professionnels dans n'importe quel grade. Donc en fait, pour déposer un dossier de promotion interne, il faut remplir au moins 2 critères sur les 3 que je viens de vous énoncer et que vous pourrez aussi retrouver sur notre site CDG+. Voilà. Donc, par exemple, pour le dernier exemple, obtention d'un ou plusieurs concours, le concours d'adjoint administratif pour le dépôt d'un dossier dans le grade de rédacteur est tout à fait, on le prend, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, alors, je répète, si l'agent n'est pas à jour de ses formations ou ne remplit pas 2 critères sur 3 des prérequis liés au concours, le dossier sera déclaré irrecevable. Voilà. Lorsque l'agent remplit les prérequis obligatoires, vous pouvez donc proposer votre agent à la promotion interne en téléchargeant les dossiers de candidature qui sont aussi sur notre site CDG+, et sont répertoriés par catégorie. Donc, la transmission des dossiers de candidature se fait par le CDG 88, donc en lettre recommandée avec accusé de réception, et on les accepte au plus tard jusqu'au 28 mai prochain, dernier délai.
C'est un délai ferme. Nous n'accepterons pas de cette promotion interne passé cette date. Donc ensuite, une fois qu'on reçoit les dossiers de promotion interne au CDG, il y aura une précotation des dossiers recevables. Donc là aussi, vous pouvez consulter les différents barèmes de cotation qui sont disponibles sur le site CDG+ par catégorie. Et enfin, la dernière étape, c'est la cotation finale par des commissions spécifiques. Donc, j'en avais parlé, il n'y a plus d'avis de CAP à partir de 2021. C'est une commission spécifique. Et donc, le président du CDG 88 a fait le choix innovant d'être assisté non seulement d'un collège de représentants des collectivités, comme l'exigeait la loi, mais aussi a décidé d'y associer des représentants du personnel. Comme avant en CAP, voilà. Et donc, la dernière étape, l'étape numéro 5, c'est l'établissement des listes d'aptitudes par le président du CDG. Voilà. Je suis allée plutôt vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter par mail. Tout ce que je vous ai dit, c'est disponible sur le site CDG+, dans l'onglet Carrière Instance Paritaire. Vous avez un petit sommaire avec la promotion interne, les avancements de grade et les LDG. Voilà, je vais laisser, il reste peu de temps, la parole à mon collègue. Alors, je vais essayer de vous faire un rappel assez bref et assez sommaire de certaines garanties et de certaines données générales sur le temps de travail. Alors, le temps de travail, qu'est-ce que c'est? C'est lors de la création d'un emploi par la collectivité, par une délibération. On va prévoir que le temps de travail de l'agent sera donc soit à temps complet, donc 35 heures, c'est le montant légal, soit à temps non complet, c'est-à-dire inférieur à 35 heures. Dans ce cas-là, le temps de travail va être exprimé en X 35e. Par exemple, 20,5 35e correspond à 20h30 de travail hebdomadaire. Ce temps de travail qui serait non complet, il est à différencier d'un temps de travail à temps partiel, dans le sens où un temps de travail non complet correspond à une durée qui est prévue lors de la délibération, à une durée de travail hebdomadaire inférieure à 35 heures. Alors que le temps partiel, c'est par exemple le cas d'un AGO qui a 35 heures hebdomadaires, qui va décider ou qui va demander à travailler 80% de ce temps-là. Donc, il sera toujours sur un emploi à temps complet, mais ne travaillera pas 100% de ces 35 heures. Donc, c'est ça qui fait la différence entre les deux. Sur des données générales maintenant, alors je ne sais pas si on peut… Oui, si tu veux, je peux partager l'écran. Ouais, on va essayer de partager l'écran. Sur juste les données générales sur le temps de travail, bon, c'est assez rapide, et sur les garanties minimales également. Attends, c'était ça. Ok, j'essaye, est-ce qu'on voit là? Alors simplement, les données là correspondent… Est-ce que Cyril, tu peux nous dire si on s'est bien partagé? Alors, pour moi, c'est encore en train d'arriver. C'est bon, c'est bon. D'accord. Donc, les données qui sont présentes sur le tableau correspondent à un agent à temps complet. Donc, en termes de travail effectif, un agent à temps complet va faire 1607 heures de travail sur une année complète, donc sur les 365 jours de l'année. Sur une semaine, il sera amené à effectuer 35 heures. Il est à noter qu'en cas d'heures supplémentaires ou complémentaires, en fonction de s'il est à temps complet ou non complet, il ne pourra pas excéder une durée hebdomadaire de travail de 48 heures ou alors de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Dans une journée, il ne pourra pas faire plus de 10 heures de travail sur une amplitude horaire de 12 heures, c'est temps de pause compris. Donc, un agent qui commence à 7 heures le matin peut faire 10 heures jusqu'à 19 heures maximum le soir. Même s'il fait 10 heures de 7 heures à 20 heures, c'est pas possible, puisqu'il dépassera l'amplitude horaire de 12 heures. Le travail de nuit, ça s'entend d'une période donc comprise entre 22 heures et 5 heures, sauf s'il fait 7 heures consécutives entre 22 heures et 7 heures. S'il commence à minuit et qu'il termine à 7 heures, c'est considéré comme du travail de nuit. Concernant les garanties minimales, donc tout agent a droit à un repos hebdomadaire de 35 heures au moins. Donc, ça correspond souvent à 24 heures le dimanche, plus les 11 heures de repos qu'il a le droit entre la fin de son service et le début de son service. Il a droit également à une période de pause de 20 minutes pour 6 heures consécutives de travail et le repos quotidien dont je viens de parler, donc de 11 heures. Donc, c'est entre la fin de son service le soir et le début de son service le lendemain. Alors, voilà sur les garanties. Éventuellement rajouter une petite chose, Venezio, c'est que les 1607 heures dont tu as parlé, c'est 1600 plus 7 heures au titre de la journée de solidarité, que vous connaissez tous, donc le fameux lundi de Pentecôte, qui va bientôt arriver dans le calendrier. Donc voilà, donc il faut quand même le distinguer parce que c'est 1600 heures au départ, mais les 7 heures sont venues se rajouter avec cette journée de solidarité. Voilà.
Et ces 7 heures-là sont effectivement et évidemment à proratiser en fonction du temps de travail effectif de l'agent. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un à temps non complet ne va pas réaliser 7 heures au titre de la journée de solidarité. Donc voilà, maintenant sur un point bien spécifique, sur l'annualisation du temps de travail. Donc ça concerne surtout les agents qui vont effectuer la majorité ou l'essentialité de leur service pendant, par exemple, les vacances scolaires, quand on est adjoint d'animation ou ATSEM ou quand on travaille dans les cantines. Donc cet agent-là va travailler beaucoup pendant les périodes scolaires et beaucoup moins, voire pas du tout, pendant les vacances. Alors dans ce cas-là, on peut mettre un mode de calcul au temps hebdomadaire de travail qui s'appelle donc finalement l'annualisation, ou alors c'est le calcul de cycle de travail. Donc ça permet, ça a un avantage double. Le premier, c'est que ça permet de faire une délibération unique pour cet agent sur toute l'année, pour finalement condenser son temps de travail là où on a besoin de lui et le libérer pendant les périodes creuses, là où finalement il n'y aura pas de besoin spécifique concernant ses fonctions. Et en plus de ça, l'agent va pouvoir être rémunéré toujours de la même façon toute l'année, qu'il soit au travail ou qu'il n'y soit pas, en fonction des besoins. Alors, pour l'annualisation du temps de travail, il y a nécessité de saisir le comité technique. Le prochain, alors c'est au mois de juillet. Alors, le prochain comité technique, c'est le 6 juillet prochain. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de vous faire un petit rappel sur le temps de travail, puisque si vous êtes déjà dans l'étude des futurs emplois du temps de vos agents qui travaillent dans le milieu scolaire et que vous voulez, ou alors pour vérification ou remodifier leur emploi du temps, donc il faudra saisir le comité technique qui aura lieu le 6 juillet prochain. La date limite des saisines, c'est le 15 juin prochain, pour avoir une date d'effet donc au 1er septembre. Voilà. Je profite de ce petit temps pour dire qu'une newsletter va bientôt arriver dans les collectivités, hein, pour vous donner un petit guide du temps de travail et puis aussi proposer notre accompagnement si des collectivités souhaitent qu'on les accompagne pour la mise en place de l'annualisation dans les collectivités ou juste pour des vérifications. Voilà, on a le service des carrières qui, via convention, peut proposer ces services de vérification aux collectivités. Et accessoirement, prochainement, on va essayer de faire des petits tutos de calcul sur le cycle de travail pour vous montrer des cas différents et qui reviennent régulièrement des agents, pour vous expliquer comment on peut calculer justement ce temps de travail et les cycles de travail. On va essayer de vous fournir quelques outils, mais voilà ce qu'il y a à garder en tête, c'est que pour modifier un emploi du temps du mois de septembre, il faut que ça passe au comité technique le 6 juillet prochain, donc il faut déjà peut-être commencer à travailler dès maintenant sur vos prochaines soit annualisations, soit les cycles de travail. Voilà. Delphine François est vivement intéressée parce que par la vérification des cycles de travail. Alors, il y avait une question. Un agent travaillant 35 heures sur 5 jours, il pose un congé ou de la récupération sur une journée. Donc, à la fin de son cycle hebdomadaire de travail, est-ce qu'on doit comptabiliser 28 heures ou 35 heures pour le déclenchement des heures supplémentaires? Normalement, les heures supplémentaires, en fait, ça fonctionne avec le cycle de travail de l'agent. Donc, si c'est 35, eh ben, ça sera la 36e heure, c'est à partir de la 36e heure. Si en revanche, le cycle de travail de l'agent est fixé à 37 heures, ça sera à partir de tout ce qui dépasse 37. Voilà. Donc, on raisonne en termes de cycle par rapport aux heures sup. Voilà, on peut avoir des cycles de travail aussi différents tout au long de l'année, qui peuvent fluctuer, peuvent être différents. Mais les heures sup tiennent compte du cycle de travail exercé par l'agent au moment venu, quoi, au moment où l'heure sup est réalisée. Donc, elle confirme bien que son congé, elle le comptabilise comme 7 heures. C'est bien ça? Alors, la récupération, c'est ça la question? Oui. Oui, je ne sais pas si tu as la question devant toi, elle est un tout petit peu plus haut. Normalement, on divise le temps de travail hebdomadaire par le nombre de jours travaillés. Donc, effectivement, on a le nombre d'heures quotidiens que l'on réalise. Donc, forcément, c'est ce qui va déterminer aussi la récupération, effectivement. Alors, la récupération, le texte précise que c'est l'autorité territoriale qui choisit. Soit on est payé,
soit on récupère. Et le mode de récupération n'est pas du tout prévu par le texte. Donc, c'est un petit peu laissé à la diligence de l'autorité territoriale. Soit on récupère heure pour heure, ou éventuellement, on récupère aussi en fonction de la façon dont on rémunère aussi les heures supplémentaires. C'est-à-dire que si c'est une heure de nuit, c'est payé double, la récupération sera double également. Mais ça, ce n'est pas une obligation. C'est la collectivité qui décide du mode de récupération. Je ne sais pas si j'ai été claire. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Madame Tenerieux, elle peut nous poser sa question via le. Nous rappeler aussi. Voilà. Oui, on pourra discuter avec elle de tout ça. Pas de souci. Ok, ça marche. Donc, a priori, on a terminé. Pour terminer, pour clore, je vous remercie d'avoir participé donc à cette réunion d'information 1 heure pour tout savoir. Je vous enverrai donc le lien de rediffusion. Oui. Je vois qu'il y a des questions qui sont en suspens. Là, si je me permets de faire encore 2 petites minutes. Je vois qu'il y a une question qui est posée sur la date d'établissement des listes d'aptitude, je pense, promotion interne. Je pense que c'est Madame Mathieu qui a posé la question. La date d'établissement, il n'y en a jamais une de fixe. C'est-à-dire c'est en fonction de la tenue de nos commissions. Avant, c'était les CAP, maintenant, ce sont les commissions spécifiques. Donc, le président du centre de gestion va établir les listes d'aptitude au moment où les commissions seront terminées, se seront réunies, que tous les travaux concernant la promotion interne seront terminés. Donc, je ne peux pas vous dire à l'avance quand est-ce que les listes seront établies définitivement. Voilà. Donc, il y a de fortes chances que ce soit en septembre. Oui, voilà. Elles auront lieu en septembre, donc ça ne sera pas avant septembre déjà de toute façon. Ça ne sera pas avant fin septembre, probablement. Voilà. Ok, très bien. Donc, je vous enverrai le lien de rediffusion et avec un questionnaire donc de satisfaction qui vous permettra notamment dans la dernière question que vous puissiez donner vos demandes en termes de prochains sujets. Voilà, pour les prochaines réunions d'information. Donc, le mois prochain, donc en juin. N'hésitez surtout pas à remplir cette case-là, on en prend compte. Voilà. Donc, merci à tous. Excuse-moi, mais il y a encore une question sur la promotion interne, sur les lauréats de l'examen pro d'agent de maîtrise. Donc ça, si Madame Kolotka veut nous rappeler, on pourra lui expliquer un petit peu le principe. Voilà. Oui, je crois qu'Anaïs y avait répondu. Après la réunion, si elle souhaite, à moins que, oui. J'ai donné le lien sur la liste d'aptitude de l'examen, c'est-à-dire sur l'organisation, je l'ai retrouvée, elle était publiée. Fallait bien chercher. Très bien. Ben voilà. Ok, super. Donc on a fini. Merci à tous et puis on vous souhaite une bonne après-midi encore et puis on se retrouve pour les prochaines réunions d'infos. Bon après-midi, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.